l'influence du capital de Silicon Valley et de Wall Street à Washington, D.C. et surtout depuis la victoire aux élections présidentielles aux États-Unis de Donald J. Trump. Bonsoir à tous, ici c'est Serge Kidembe du www.chisetum.com et bienvenue premièrement à nos insiders et à la communauté élargie du www.chisetum.com, c'est-à-dire celle qui nous suit depuis LinkedIn, Patreon et YouTube et partout ailleurs. Aujourd'hui, dans cette session, on va se focaliser sur l'influence du capital de Silicon Valley, principalement les venture capitalistes, et d'un autre côté, des hauts cadres, ténors et élites de Wall Street à Washington, D.C. Nous avons maintenant Donald J. Trump qui est le président élu, donc bientôt il sera au bureau ovale pour la deuxième fois, et on va voir clairement quel est cet impact. Pour le moment, la réaction que l'on voit dans les marchés financiers est une réaction ultra positive. Pourquoi? Les marchés ont en mémoire ce que ça a donné une administration Trump 1.0, c'est-à-dire de 2016 à 2020. C'était quelque chose de ultra positif, son impact sur les marchés. Rappelez-vous, on va se focaliser uniquement sur l'impact sur les marchés financiers et c'était quelque chose de très positif vu les cadres qu'il avait placés dans son administration pour être la gouvernance des administrations clés, c'est-à-dire la trésorerie, la Fed et pas mal d'éléments comme ça. Maintenant, dans cette version 2.0, nous avons le même effet, mais on va encore plus loin. Spécifiquement pour des industries clés, l'industrie de la IA, mais surtout la crypto-industrie qui a vécu ou connu un véritable boom sous sa première administration. Mais maintenant, administration 2.0, on s'attend à ce que ça aille encore bien plus loin. Et en ce moment, les marchés reflètent tout cet optimisme. On va voir s'il ne va pas décevoir. Bien évidemment, là, le temps nous le dira. Donc là, c'est parti. Commençons. Vous voyez que l'image et l'intitulé, c'est quelque chose d'assez impactant. Et là, ce qu'on va faire, c'est des mini-fiches. Juste une présentation des individus et des personnes qui vont composer cette administration. On va se focaliser sur les postes clés. Mais bien évidemment, on va céder de l'histoire, on va revenir sur l'administration 1.0 et on va regarder quelles étaient les têtes d'affiche, si vous voulez. Donc là, les individus clés de sa première administration et on va la comparer à la deuxième administration. Et bien évidemment, nous allons regarder aussi la performance des marchés sous cette première administration. C'est un point qui est très intéressant. Ici, pour la communauté, on va dire plus large, l'audience plus large, il y a certains points que vous n'allez pas comprendre. Ceux du JCTume, c'est-à-dire les insiders du www.jctune.com, eux comprendront pas mal d'éléments. Pourquoi? Enfin, comprendront plus, parce qu'on voit ça au quotidien, 2 fois par jour, du lundi au vendredi, plus tout ce que nous avons en archive, etc. C'est un point qui est clé. Donc, eux, ils comprendront. Un clin d'œil à eux. Là, maintenant, c'est parti. Regardons ce qui se passe. Sous les yeux, nous avons le POTUS. POTUS, c'est le nom de code du President of the United States. C'est comme ça qu'on le dit tout simplement POTUS. Ça, c'est un point clé. Donc, Donald J. Trump était le POTUS, donc le président des États-Unis, durant la période 2016-2020. Maintenant, qui composait son administration? Si vous regardez là, vous avez ce monsieur. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ça c'est Steven Mnuchin, ex-Goldman Sachs, et c'était lui qui était Secretary of Treasury. Donc Treasury, c'est quoi? C'est la trésorerie. Donc en français, ce serait le ministre des Finances. Un point qui est super important. Et donc vous avez vu déjà là, ex-Goldman Sachs, c'était un haut cadre de Goldman Sachs. Donc bien avant, c'était quelqu'un qui était, on va dire, ex-Wall Street, pro-Wall Street. Il faut noter un point que je n'ai pas commenté en introduction, c'est que le président Donald J. Trump, lorsqu'il était élu, donc là, durant sa première administration, donc 1.0 de 2016 à 2020, il tutait énormément. Je dirais que tous les présidents américains sont focus sur le stock market. Le stock market, pour ceux qui ne sauraient pas, donc l'indice S&P 500, Dow Jones, etc., donc ceux-là, entre autres, sont des indicateurs économiques. Et c'est celui que tout le monde peut suivre. Vous voyez que l'économie, on publie les chiffres économiques une fois tous les 3 mois. Donc là, c'est la croissance du PIB trimestriel, etc. Et ensuite, on peut l'annualiser. Mais le stock market, on le voit au quotidien. Donc, c'est une excellente mesure de la richesse. Aux États-Unis, il y a quelque chose, même pas aux États-Unis, mais bon, dans les cercles, même pas direct cercles, mais au niveau académique et théorique, on parle du wealth effect. Donc là, l'effet de richesse. Et en gros, lorsque le stock market est haussier, pas mal de fonds de pension investissent dans le stock market. Donc vous dites, tiens, le stock market est haussier, je me sens bien. Donc c'est un point qui est super important. Mais moi, je n'ai pas le temps de rentrer en profondeur dans tous ces points, mais ayez quelques notions et vous aussi faites vos recherches et vos analyses à ce niveau-là. Donc la clé, c'est ça. Donc lorsque Trump tweet toujours, comment dirais-je, il tweetait assez souvent, à l'époque où ça s'appelait encore Twitter, concernant le stock market, ah tiens, les marchés sont haussiers, voici ce que ça a fait mon administration, je suis un bon président parce que ci, parce que ça, vous voyez qu'on le voit là directement. Tous les présidents font de même, donc Joe Biden aussi a fait la même chose, etc. Mais vous voyez que sous Trump, c'était vraiment quelque chose de très fort.
Biden, bon voilà, c'était pas trop ça. Maintenant qu'on a le retour du POTUS, donc là, Donald J. Trump à la Maison-Blanche, on s'attend à ce qu'il soit, enfin, est-ce qu'il communique énormément. Donc il y a Truth Social, il y a Twitter maintenant qui est devenu X, et ensuite, bien évidemment, d'autres réseaux sociaux, et on va le suivre, et bien évidemment, la performance des marchés financiers, on sait qu'il va la commenter. Et donc, ce monsieur était très important. Donc là, c'est pour faire la transition de Donald J. Trump à Steven Mnuchin. Pourquoi est-ce qu'il était très important? Parce que lui aussi, lorsqu'il commentait donc le dollar, le stock market, etc., les politiques monétaires de la Fed et tout ça, ça fait un impact direct sur les marchés financiers. Eh bien, moi, je pense que vous souvenez durant la première administration de Donald J. Trump, il y avait cette fameuse guerre commerciale États-Unis-Chine. Et donc, tout ce qui était fait, tout ce qui se faisait avait un impact sur les marchés. Et il y avait des entités clés, donc Apple, Nvidia et tout ça. Et le dollar, bien évidemment, ce sont des instruments financiers. On a l'action d'Apple, on a l'action d'Nvidia et on a les indices du dollar qui peuvent être, on va dire, négociés dans les marchés financiers. Donc, lorsque eux commentaient quelque chose, ça avait un impact direct. Donc, vous voyez que ça, ce sont des personnes qui sont super, super importantes. Donc, tout ce qu'elles vont communiquer, c'est un impact direct sur les marchés financiers. La clé, c'est durant combien de temps cela impacte les marchés financiers. OK? Donc là, je vous verrai une parenthèse un peu longue, donc on va écourter tout cela et on va poursuivre la présentation. Donc Steven Mnuchin, ministre des Finances, ex-Goldman Sachs. Poursuivons, autre personnage clé. Rappelez-vous que tout ça, ce sont les personnages clés de l'administration Trump 1.0. La personne que vous voyez à l'écran, c'est Gary Cohn, un ex-Goldman Sachs, au cadre de Goldman Sachs, bien évidemment, et lui, il était à la tête du NEC, donc NEC, c'est le National Economic Council. Très, très, très important, donc tout ce qui est en matière économique. Bien évidemment, ça touche aussi au marché, vu que c'est un ex-Goldman Sachs, lorsqu'il était invité ou interviewé par Bloomberg, CNBC, CNN et tout ça, ça faisait des vagues. Poursuivons, un autre personnage, ça, c'est Jerome Powell, qui est à la tête de la Fed actuellement. Il était déjà dans le réseau de la Fed depuis pas mal de temps, déjà sous le président Barack Hussein Obama. Et c'est lorsque Trump était à la Maison-Blanche, donc rappelez-vous, c'est en 2016, en 2018, il l'a promotionné de, on va dire, membre du réseau de la Fed à Fed Chair, donc là, celui qui siège au FOMC, qui est le Federal Open Market Committee. Et Joe Powell, beaucoup ne le savent pas, ça fait longtemps qu'il était dans le système de la Fed, mais il vient de Carlyle Group, qui est une boîte de Wall Street, un private equity, qui était fondé par David Rubenstein, donc des personnes qui sont très, très connues à Wall Street. Donc voilà encore une fois une personne, on va dire, qui vient de Wall Street. Donc tout ce qu'il commente, etc., etc. Donc ceux qui suivent le marché comme nous le suivons, lorsqu'il y a les fameux FOMC, Interest Rate Decision, ouais que ça fait des vagues, surtout durant la conférence de presse. Et là, sous l'administration Trump 1.0, il y avait une histoire d'amour-haine entre les deux. Mais là, juste avant de commencer, je viens d'avoir une news qui vient d'être publiée sur CNN. Et CNN, c'est une interview de Donald J. Trump qui dit qu'il ne va pas virer Greg Gensler. Pardon, excusez-moi, pas Greg Gensler, Jerome Powell. Donc il dit, tiens, on va le maintenir à la Fed. Et lui, son mandat concourt jusque 2026. Donc je crois que c'est mai 2026 et on verra s'il sera renouvelé. Son premier mandat qui a commencé en 2018, c'était jusque 2022. Et en 2021-2022, Joe Biden a, si vous voulez, renouvelé son mandat. Et juste avant Jerome Powell, il y avait Madame Janet Yellen, qui maintenant est à la tête de la trésorerie. Et vous avez vu que Trump a déjà nommé la personne qui veut en tant que remplaçant de Madame Janet Yellen. Vous voyez, c'est très, très, très important de connaître ces personnes. Pourquoi? Parce que maintenant, vous savez que lorsqu'elles vont être interviewées, lorsqu'elles vont tweeter ou communiquer quelque chose, ça a un impact sur les marchés financiers. Vu que les questions qu'on leur pose sont des questions qui sont très spécifiques. Eh bien, n'oubliez pas que l'impact, il peut être imminent, eh bien, il a une durée de vie qui est déterminée. Donc, ça peut être un impact imminent donc, durant la journée, donc la session. Ça peut être 24 heures, 48 heures, une semaine, un mois, etc. Ou ça peut être quelque chose qui est mis en évidence. Et chaque fois qu'on va rappeler ce point où que l'individu va être interviewé ou quoi que ce soit, ça va faire bouger les marchés. Ce sont des points qui sont super importants. Poursuivons. Là, nous avons une personne qui est très importante. C'était le chairman du Strategic and Policy Forum. Donc là, c'est une sorte de conseiller spécial en matière stratégique et politique. Et là, c'est monsieur Stephen Schwarzman, qui est un fondateur, qui est l'un des cofondateurs de Blackstone, une autre private equity firm géant de Wall Street. Je pense que c'est la plus grande private equity firm du monde. Donc, c'est un point qui est super, super important. Donc là, c'est de Blackstone Group. Et lui, voilà, c'était le conseiller, si vous voulez, stratégique et spécial du président Donald J. Trump lors de l'administration 1.0. Évidemment, encore une fois, un autre haut cadre de Wall Street. Donc, vous voyez qu'il y avait pas mal de personnes. Maintenant, vous voyez que beaucoup ne savaient pas cela, beaucoup ne suivaient pas cela comme nous le suivons, mais maintenant, vous le voyez. Donc là, vous avez une idée de ce que ça a donné, Trump 1.0. Maintenant, on va passer au Trump 2.0. Je crois qu'il y a encore un autre nom à voir.
Ce nom est très important. Ça, c'est monsieur Peter Thiel. Beaucoup ne le connaissent pas. C'est un des cofondateurs de PayPal. Petite histoire très rapide. Silicon Valley, années 90, rivalité entre deux personnalités clés. Peter Thiel et Elon Musk. Elon Musk avait X et Peter Thiel avait Confinity, si je ne dis pas de bêtises. Et la clé, c'est quoi? C'est que les deux ont fusionné. Ils étaient à un pâté de maison, à Silicon Valley, donc un bloc l'un de l'autre, et ils se sont rencontrés en terrain neutre. Ils disent, bah, tiens, on va fusionner les deux entités que nous avons. Et la fusion de ces deux entités a créé PayPal et PayPal a ensuite été vendu à eBay. Chacun est parti de son côté et ils ont tous créé et fondé des entités à succès. Donc, on les appelle la PayPal Mafia. Donc, Peter Thiel, PayPal, comme je viens de l'énoncer, Palantir, Facebook, Venture Capitalist Fund, Founders Fund. Il a financé Tesla, SpaceX, enfin toutes les aventures des autres membres de la PayPal Mafia. Donc, c'est très intéressant et vous allez voir leur influence. Pourquoi je reviens sur ce monsieur? C'est que lui, c'était un géant de Silicon Valley, donc venture capitaliste, et c'était le plus grand backer de Trump, on va dire quelqu'un dans l'ombre. Et là, depuis 2016, il avait dit clairement, ben voilà, qu'il voyait que le candidat républicain, c'était celui qui devait, comment dirais-je, être à la Maison-Blanche, succéder au candidat démocrate Obama, et également vaincre Hillary Clinton aux élections présidentielles. Donc, il a toujours été, on va dire, clair à ce niveau-là, même s'il opère de l'ombre, mais il est très, très, très influent. Donc là, comme ça, vous savez exactement qui c'est, et retenez bien son nom, parce que vous voyez qu'il y a des choses qui sont très intéressantes concernant Peter Thiel. Lorsque maintenant nous passons aux performances des marchés, donc rappelez-vous, hein, ça ce n'est pas une incitation d'investissement ni quoi que ce soit, c'est juste des faits. Nous revenons sur l'histoire et là, comme vous voyez là, on a délimité les périodes de, comme vous voyez ici, c'est la période 2016 à 2020 avec le choc de la pandémie, méga crise de liquidité qui a provoqué cette méga chute dans les marchés financiers. Ça, c'est les commentaires concernant la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Q4 2018, méga impact sur les marchés financiers. Donc, vous voyez qu'il y a des chutes violentes, mais sous la première administration de Donald J. Trump. Vous voyez là, donc là, c'est lorsqu'il a gagné les élections, au bureau Oval en 2017, jusqu'aux élections, si vous voulez, de 2020. Qu'est-ce que vous voyez là? Le S&P 500 a généré une hausse de 76%. C'est quelque chose de balèze. Rappelez-vous que le S&P 500, c'est un indice. Ça vaut plusieurs milliers de milliards de dollars. Et au sein de ces indices, il y a différents secteurs, différentes industries, et bien moins des capitaines d'industrie, des entités qui ont gagné bien plus. Et bien moins, il y a d'autres indices aussi. Là, c'est tout simplement comme indicateur, comme ça on se rend compte de ce qui se passe. Rappelez-vous ce que j'ai commenté. Tous les présidents commentent le stock market, vu que c'est un indicateur, si vous voulez, de l'économie et de richesse. C'est très, 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 très important et c'est très suivi, notamment avec dans la culture américaine. Oui, donc là, c'est la crème de la crème, hein, des nations au sommet du capitalisme. Mais bien évidemment, le stock market est suivi de tout le monde, même si on n'y participe pas, mais c'est un élément qui est super important. Vous voyez que lorsqu'on parle de récession et de crise, qu'est-ce qu'on dit? Le Dow Jones a chuté de X%, le S&P 500 a chuté de X%, et voilà, parce que c'est un indicateur clé que tout le monde peut suivre. Donc ça, c'est super, super important. Donc là, sous les premières 4 années de Donald J. Trump, voit les performances du S&P 500. La clé maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer maintenant durant sa deuxième administration? Est-ce qu'on aura encore des performances similaires? On ne sait pas, on le verra. Mais vous avez déjà une idée de son administration 1.0, comment ils étaient pro-Wall Street. Maintenant, on a l'administration 2.0, avec des thèmes clés. Donc, les thèmes clés, ce sont les thèmes dominants dans les marchés financiers, c'est tout le thème IA, et un sous-thème, si vous voulez, ce sera le thème Gen AI, donc Generative AI. Et d'un autre côté, on a le crypto, donc la crypto-industrie. Super, super intéressant, donc Bitcoin et tout le reste. Maintenant, on va passer à l'administration 2.0. Donc là, de 2024 à 2028, les élections, c'était maintenant en novembre. Prise de pouvoir et inauguration, ce sera fin janvier 2025. Mais donc là, vous voyez, POTUS 2.0. Rappelez-vous que POTUS, c'est President of the United States. Donc là, Donald J. Trump, là, il sera encore une fois à la Maison-Blanche. Maintenant, voyons qui va l'accompagner. Notez un point clé. Pour le moment, il n'a fait que faire des nominations. Et chaque fois qu'il a nommé quelqu'un, ça a généré des vagues dans les marchés, évidemment, des vagues ultra positives. Pourquoi? Ben, ce que j'ai dit en introduction, l'influence de Silicon Valley et l'influence de Wall Street. Vous avez vu durant l'administration 1.0 qui l'a nommé. Maintenant, vous savez exactement, ben, vous avez pu mettre des noms sur ces visages et comprendre le background de ces personnes et évidemment les effets sur les marchés. Évidemment, les entités aussi étaient bonnes. Ils ont généré des revenus et tout ça, mais rappelez-vous qu'eux viennent avec des conditions. Si vous avez suivi la vidéo qu'on avait publiée il y a quelque temps, donc Trump et Wall Street, l'influence de Trump sur le bull market, etc., etc., vous avez pu comprendre quelque chose vu qu'on a commenté les éléments clés de sa campagne présidentielle et maintenant ce qu'il va mettre en œuvre. Le fait que c'est un candidat républicain et que les républicains maintenant vont dominer au niveau de la balance de pouvoir, ils n'auront rien à concéder, si je peux dire ça comme ça, aux démocrates. Donc tout ce qu'il a commenté durant sa campagne, ça va pouvoir passer très facilement.
vu qu'ils vont dominer le Sénat, le Congrès, la Chambre des représentants et bien le bureau ovale. Et maintenant, toute son administration, ce sont des personnes pro-Wall Street. Ça, c'est un élément clé. Donc là aussi, ça vous permet de comprendre le lobbying et cette dimension que moi j'aime bien appeler la dimension politique des marchés financiers qui peuvent impacter les marchés à un certain moment, mais le fait de déréguler quelque chose, on ouvre les vannes. Donc on a le feu vert, carte blanche pour faire du business. Et ça, c'est super bon pour les revenus. Et ensuite, c'est au management de gérer les marges de profit et dégager un bénéfice par action. Ouais, donc là, c'est encore ça, c'est déjà autre chose. Mais juste ça, ça fait déjà beaucoup. Donc maintenant, poursuivons. Donc la POTUS, donc la Donald J. Trump 2.0, 2024-2028. Regardons maintenant ce qui se passe. Vous avez son vice-président, J.D. Vance. Et lui, d'où il vient? Il vient de Silicon Valley. Donc là, vous voyez qu'on explique un peu son parcours, mais un point qui est très important, ayez en tête les noms qu'on a cités pour l'administration 1.0. On se rend compte que J.D. Vance, bien moi, il vient du monde des VC, donc VC, c'est Venture Capitalist, et on se rend compte que c'était un principal, donc il a bossé, où il a bossé à Mithril Capital en 2016 et 2017. Donc, il était principal dans la firme de qui? De Peter Thiel. Donc, c'est très intéressant. Vous voyez déjà la connexion. Et ensuite, il a pu lancer pas mal de boîtes. Donc, là, des boîtes de VC, donc de venture capitalist. Il était backé par qui? Vous avez déjà les noms. Donc, c'est très intéressant. Il était backé par les mêmes personnes qui backent Donald J. Trump. Et donc, voilà. Donc, ils ont fait pas mal d'investissements. On va dire pas mal de co-investissements avec toutes ces personnes-là. Donc, vous voyez maintenant, ça, c'est le côté Silicon Valley. Vous avez le vice-président maintenant des États-Unis, qui est un gars qui vient de Silicon Valley. Donc, lorsque vous entendez des régulations, crypto-market, IA et tout ça, ça va être bon pour les startups et implémenter pas mal de lois qui vont permettre à des entités de faire du business avec les cryptos et tout ce qu'ils veulent lancer comme service IA, la technologie et tout cela. Donc, vous voyez que c'est super intéressant. Et bien, moi, là, vous avez le nom d'une boîte qu'il a fondée. Donc là, vous allez pouvoir aller et rechercher cela. Poursuivons maintenant, nous passons à ce monsieur. Ce monsieur que vous avez sous les yeux, c'est monsieur Scott Bessent, et c'est lui qui sera à la tête de la trésorerie, donc là, ministre des Finances. Et ce monsieur, c'est très particulier. Pourquoi? C'est un pupille de George Soros et de Jim Rogers. Donc là, c'était les fondateurs du Soros Fund, et il faisait partie des traders et portfolio managers qui avaient généré l'idée qui a générer ce qu'on appelle le fameux mercredi noir. Donc, lorsqu'ils ont shorté le pound et tout ça et tout ça. Donc, voilà en gros les gars qui ont participé à cela. Donc, il y avait Stanley Druckenmiller, lui, Soros et tous les autres. Donc, vous voyez déjà, c'est quoi? C'est un gars de Wall Street. Sa firme de hedge fund qu'il a fondée après être passé par le Soros Fund, c'est Key Square Capital Management LLC, que vous avez là sous les yeux. Voilà. Maintenant, ça, c'est la personne que Donald J. Trump a nommée pour être à la tête de la trésorerie. Donc, je dis bien nommée, pourquoi? Parce que ces personnes doivent être confirmées par le Sénat. Mais comme on le voit là, il est fort probable qu'ils soient tous confirmés. Donc là, les personnes qui ont été nommées, ce sont les personnes qui vont gérer les différentes administrations. Donc encore une fois, vous voyez là l'influence de Wall Street. Rappelez-vous que sous Trump 1.0, c'était qui? Steven Mnuchin, ex-Goldman Sachs. Maintenant, vous avez un ex-Soros Fund et ex-Hedge Fund Manager, Key Square Capital Management. Donc là, c'est très intéressant. Poursuivons maintenant un autre monsieur, c'est Kevin Hassett, et lui est à la tête du NEC, donc le NEC. National Economic Council. Vous avez vu que là, c'était Gary Cohn qui occupait ce poste sous l'administration Trump 1.0. Donc lui, c'est quelqu'un qui était déjà là depuis pas mal de temps et il a servi et étant en tant que conseiller économique pour pas mal de présidents, mais principalement les républicains. Donc là, vous voyez que maintenant, c'est le retour des républicains au pouvoir. Donc ça, c'est assez intéressant. Poursuivons. Passons maintenant à la SEC. Et c'est ça qui est super important. Maintenant, on a Greg Gensler, qui lui aussi est un ex-Goldman Sachs. Ça faisait longtemps aussi qu'il était dans le réseau en tant que commissionnaire de la SEC, jusqu'à ce qu'il soit chair de la SEC. Et vous avez vu que ce n'était pas top pour la crypto-industrie. Mais il ne faut pas oublier que il est peut-être ex-Wall Street, pro-marché financier, etc. Notez que Greg Gensler était un prof au MIT, donc prof blockchain et digital assets. Moi, j'ai pris ses cours sous sa tutelle, donc c'est super intéressant. Et lorsqu'il avait été nommé à la tête de l'SEC, beaucoup dans la crypto-industrie se disaient, bah, tiens, c'est quelque chose de super positif, mais ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. On a quelqu'un qui est pro-crypto, mais il n'a pas, si vous voulez, ouvert les vannes pour que les cryptos puissent exploser. Donc, quand je dis exploser, c'est au niveau du business, c'est pas mal d'éléments comme ça. Donc, on les a trop régulés et donc ça les a empêchés d'évoluer. C'est un point clé. Beaucoup disent que c'était lui et d'autres disent que non, c'est parce que c'était sous une administration démocrate et celle de Joe Biden qui n'était pas pro-crypto. Donc c'est ça l'élément clé. Maintenant, avec le retour de Trump à la Maison-Blanche, il avait dit clairement que on day one, I will fire Gary Gensler. Et donc là, avant cela, Gary Gensler, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déjà donné sa démission. Et donc là, voilà son remplacement, Paul Atkins. Et donc c'est très important. C'est un businessman, donc entrepreneur. Il fait partie du monde des lobbyeurs.
c'est un avocat, je pense, de carrière, donc toute sa formation, etc., etc. Mais il a formé une boîte de consulting qu'on appelle Patomac Global Partners. Et clairement, ben, il apporte des conseils aux entités au niveau du risque management, régulation et pas mal d'éléments comme ça. Et comme client, il avait pas mal d'opérateurs de la crypto-industrie. Donc, ce qui fait qu'il comprend tout cela. Donc, c'était un point clé. Donc, rappelez-vous, ça, c'est dans le champ de la régulation concernant le crypto market et les marchés financiers en général. Donc là, très, très, très intéressant. Voilà le nommé. Rappelez-vous d'être confirmé comme Fed mais comme je l'ai dit, il est fort probable que cela passe. Donc voilà qui on aura à la tête de la SEC, à la tête de la Fed, continuité de Jerome Powell jusque 2026. Et comme je vous le disais là, il y a une news de CNBC Business qui dit que tiens, Donald Trump aujourd'hui, donc ça c'est tout frais, ce dimanche 8 décembre, il a dit qu'il ne va pas virer Gary Gensler et qu'il va le laisser là. Donc là, tant mieux pour les marchés. Les marchés aiment bien, si vous voulez, la certitude. Ils n'aiment pas l'incertitude, les troubles et pas mal d'éléments comme ça. Donc là, continuité de Jerome Powell. Donc là, voilà, on le connaît, on sait comment il communique et on a déjà une idée des politiques monétaires de la Fed et on verra ce que ça va donner. Donc voilà. Ok, donc ça, c'est quelque chose de super, super intéressant. Donc son background, pas besoin de revenir dessus. Poursuivons maintenant. Autre personne qui était nommée durant la semaine, c'est David Sachs, David Oliver Sachs. On a vu Peter Thiel il y a quelque temps. Bah, sachez que David Oliver Sachs est un ancien de la PayPal Mafia. Donc, c'est quoi? C'est un des cofondateurs de PayPal. Et oui, qui sont tous partis pour créer pas mal d'éléments. Donc, Elon Musk, Max Levchin et pas mal d'autres personnes. Et lui, Trump vient de créer une toute nouvelle, si vous voulez, cellule, ou voilà, on va dire ça comme ça, cellule ou département, qui s'appelle quoi? Ben, c'est tout simplement être à la tête de la IA et des cryptos. Donc, là, il appelait ça le crypto tsar. Donc, c'est lui qui sera le nouveau tsar des cryptos. Et en gros, c'est quoi? Ben, servir de pont entre les entrepreneurs de cet écosystème, les régulateurs et pas mal d'éléments comme ça, et surveiller cela. Donc, c'est quelque chose de tout nouveau qui a été créé. Mais vous voyez que ça génère beaucoup d'engouement parce qu'il n'y avait pas ça sous Biden. Il n'y avait pas ça sous Trump 1.0. Donc là, vous voyez clairement son engouement pour l'écosystème et l'écosystème crypto a répondu et les entités IA, qu'elles soient privées et publiques, répondent aussi. Donc ça veut dire quoi? Carte blanche et feu vert pour opérer. Donc super, super intéressant. Là, sur le côté, ben, vous voyez pas mal d'entités que ce monsieur a créées, notamment PayPal, Yammer, Glue AI, Craft, c'est sa firme de venture capitaliste, et bien voilà. Donc ça, c'est Silicon Valley. Et bien entrepreneur aussi, qui a créé des entités top. Je crois qu'une entité, je crois que c'était Yammer qui était vendue à Microsoft ou quelque chose comme ça, mais bon, voilà. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est très, très, très actif et qui est super connu. Il est aussi hôte d'un podcast de Silicon Valley qui est très connu. C'est All In, aux côtés de Chamath Palihapitiya. Pitiya. Beaucoup ne savent pas qui c'est. Ben, Chamath était un haut cadre de Facebook, ami de Peter Thiel et tout ça. Et c'est une des baleines, un des premiers à avoir acheté 1 million de Bitcoin en 2011. Donc là, clin d'œil aux insiders du JCTU, vu qu'eux le savent, on a fait un méga rapport concernant cela. Poursuivons maintenant, autre personnage clé, bien évidemment Elon Musk. Tout le monde le connaît. Et lui et Vivek Ramaswamy sont à la tête de ce qu'on appelle le DOGE. Vous voyez que c'est le même symbole que le Dogecoin ou le Dogecoin, comme on le dit. Et donc le DOGE, c'est Department of Government Efficiency. Tout simplement, c'est ça. Et là, c'est maintenant, donc en 2024, durant ces élections, c'était lui le plus grand backer au niveau financier de Donald J. Trump, vu que c'est un individu qui est très, très, très populaire, l'homme le plus riche du monde, c'est tout ça, on le connaît. Vous avez pas mal de logos, hein, des entités qu'il gère, donc des compagnies qu'il a fondées et tout ça et tout ça. Donc voilà. Et rappel, c'est un ancien de la PayPal Mafia. Donc dans tout ce qu'il fait, il y a toujours des capitaux de Peter Thiel et de tous les autres. Vous voyez, donc c'est un point qui est super intéressant. Donc voilà qui nous avons là. Nous poursuivons, nous avons Vivek Ramaswamy, qui était aussi un candidat au présidentiel cette année-ci. Il a, comment dirais-je, mis fin à sa campagne pour rejoindre le camp Trump. Et voilà, sa récompense, c'est qu'aux côtés d'Elon Musk, il fait partie de ceux qui vont gérer le DOGE. Et lui, c'est un entrepreneur, fondateur de pas mal d'entités donc revuantes comme Wayla. Ça, c'est une entité biotech. Vous avez Strive, ça, je crois que c'est sa boîte de venture capital. Donc, encore une fois, vous avez tout ce côté Silicon Valley. Je crois aussi qu'il a fait la mi-pied à Wall Street. Donc, là, dans le monde des hedge funds. Donc, voilà, il a aussi opéré dans le monde des hedge funds. Donc, c'est tout ça, c'est super, super intéressant. Donc, Strive, c'est une boîte de asset management. Donc, vous voyez là, il a les deux mondes. Hein. Donc, là, venture capitaliste, Wall Street, donc hedge funds, et en même moment, bah voilà, création de boîtes, d'entités, tout ça, et tout le côté Silicon Valley. Donc c'est assez intéressant d'avoir tout ce monde. Vous voyez comment tout ça c'est super positif pour les marchés financiers. Durant l'administration Trump 1.0, le plus grand backer, du moins on va dire supporter si vous voulez, ou personne influente dans l'ombre, c'était Peter Thiel, mais il y avait des personnes qui ont fait d'énormes dons.
Cette année-ci, c'est bien où maintenant c'est Elon Musk qui est le plus grand, celui qui a fait les plus gros dons pour la campagne de Donald J. Trump, et clairement, il le back de manière ouverte. Peter Thiel toujours, mais beaucoup plus dans l'ombre. Et là, vous avez le deuxième plus grand backer de Donald J. Trump, qui était là aussi durant l'administration Trump 1.0, c'est Ken Griffin, fondateur de Citadel. Ceux qui ne connaissent pas Citadel, c'est une méga boîte de trading. D'un côté, l'activité trading, c'est market maker. Et d'un autre côté, Citadel, il y a aussi un hedge fund. Donc là, ils ont plusieurs stratégies. Donc voilà, ce genre de monsieur est bien géant de Wall Street. Donc, pas besoin d'aller plus loin. Poursuivons maintenant. Et maintenant, on passe au crypto market. Donc là, on a vu les noms clés. Oui. Maintenant, on va voir l'influence. Et vous avez vu avec la nomination de David Oliver Sacks à la tête, enfin, comme étant le crypto et AI tsar. C'est très intéressant de voir maintenant, ben, si on revient maintenant sur les capitaux qui ont été injectés, qui ont financé la campagne, la crypto-industrie a fait énormément de lobbying durant cette campagne présidentielle. Et ils ont fait du lobbying, comme on dit en anglais, on both sides of the aisle. Donc là, c'est les deux côtés de l'île, c'est le côté démocrate et républicain, pour faire en sorte que quoi? Qu'au Sénat et au Congrès, la Chambre des représentants, il y ait et des républicains et des démocrates qui soient pro-crypto, et ils ont réussi. Ça, c'est un point qui est super important. Donc maintenant, vous avez un président déjà qui a participé à pas mal d'éléments. On va dire qu'il a participé à la Bitcoin Conference de Nashville, donc là, je parle bien de Donald J. Trump. Il avait dit, donc promesse de virer Gary Gensler on day one, donc là, le jour de son inauguration, donc 24 heures après, virer Gary Gensler. Pas besoin de le faire, Gensler a démissionné. Et maintenant, ben, tout ce qu'il a, si vous voulez, promis entre parenthèses, ben, il y a de fortes chances et probabilités que le tout passe. Donc c'est quelque chose de super positif pour cette industrie. Et vous avez vu comment le prix du BTC reflète tout cet optimisme. Vous voyez que ça, c'est un point qui est super important. Maintenant, vous avez vu les différentes nominations. Et la crypto-industrie n'est pas restée les bras croisés, elle a aussi injecté beaucoup de capitaux. Donc vous voyez que tout c'est quelque chose de super positif, et donc il y a pas mal de choses. Un élément clé, on a ce qu'on appelle des PAC. Donc les super PAC, si vous voulez, ce sont tout simplement des poules de capitaux pour financer les campagnes de politiciens. Et bien, le crypto market, ils ont mis plus de 150 millions dans des super PAC pour s'assurer qu'ils avaient des politiciens élus pro-crypto, que ce soit démocrates ou républicains. Donc là, maintenant, c'est quelque chose de super important. Rappelez-vous, hein, aux côtés du président, comme vous le voyez là, donc ça c'est une photo de Trump à la Bitcoin Conference de Nashville. Je crois que c'était en novembre, non, pendant durant cet été, c'est en juillet, les 25 et 27 juillet 2024. Donc là, c'est là qu'il a promis pas mal d'éléments. Maintenant, il est élu, bah, maintenant c'est le moment de délivrer. C'est quelque chose de très intéressant. Et vous avez que depuis lors, donc depuis le 5 novembre, vous avez vu comment le BTC est monté pas mal, avec l'influence de Polymarket et pas mal d'éléments comme ça. Ce qu'on a sous les yeux, c'est Trump 1.0 et la performance du Bitcoin. Et comme vous voyez là, c'est plus de 5650%. Rappel, ceci, ce n'est pas une incitation d'investissement ni quoi que ce soit, ou une recommandation d'investissement. Ça, ce sont tout simplement des faits. Donc, regardons l'historique, le prix du BTC, comment il a évolué sous l'administration Trump 1.0. Et maintenant, avec tout ce qu'ils vont faire, donc rappelez-vous, c'est ouvrir les vannes. Quand je dis ouvrir les vannes, c'est au niveau de la régulation. Ça va être quelque chose de super intéressant pour cette industrie. Ouais, donc maintenant, on va voir comment cela va évoluer. Vous avez vu qui va mettre à la SEC, qui a la Fed, etc. Le nouveau, donc David Oliver Sacks, donc à la tête du ce qu'on va appeler le fameux crypto tsar, donc crypto et tsar. Donc ça va être quelque chose de super intéressant. Donc évidemment, on sera là pour suivre tout cela. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à commenter sur ce point. Donc rappelez-vous, cette session, c'était uniquement pour mettre des noms sur les visages et un peu de background, et comprendre maintenant ben, pourquoi les marchés réagissent de cette manière. Bien, une partie de cela, c'était quoi? Ben, c'est l'engouement pour les personnes que vous avez vues là. Maintenant, on va voir. Vous voyez, ça c'est avant, ça c'est l'optimisme, l'engouement, etc. Maintenant, on va voir comment cela va évoluer. On aura 4 ans. Du moins, durant les 2 premières années, donc jusqu'aux élections de moyen terme, ça va être pro-républicain. Donc, il y a de fortes probabilités, comme je l'ai dit, que tout ce qu'ils ont promis soit délivré. Et bien moi que ce sera quelque chose de très positif pour les marchés financiers. Donc je dirais tout simplement, affaire à suivre. Un grand merci à vous tous et à très bientôt. Bye bye.